On va voir dans cette présentation les latérites traitées ou non traitées, les latérites criblées, lithostabilisées ou non. On va voir essentiellement 4 classes de latérite, ce qu'on appelle la grave latéritique GL, la grave latéritique lithostabilisée, la grave latéritique améliorée et la grave latéritique traitée avec du ciment. Alors, par définition déjà, il y a une multiplication des définitions ou concepts sur la latérite. Vous verrez plusieurs termes qui seront utilisés pour caractériser les sols latéritiques. Par exemple, on parlera de sols fins ferralitiques ou latérites également. Donc, les sols fins ferralitiques, on les appelle aussi des latérites en réalité. D'ailleurs, la définition du mot latérite originellement donc, provient donc, de l'observation de sols fins ferralitiques qu'on a appelés latéritiques, qu'on a appelé latérite. Il y a aussi les graveleux latéritiques. Alors, les graveleux latéritiques, par contre, sont utilisés le plus souvent en construction routière, comme en couche de forme, couche de base, couche de fondation. Ce que nous utilisons dans la plupart du temps, c'est des graveleux latéritiques. Il y a aussi la carapace ou horizon latéritique. Elle est très dure, mais elle peut être détruite par un engin de terrassement ou bien à la pioche. Ça peut permettre donc de détruire cette carapace et enfin d'accéder au graveleux latéritique. Il y a aussi ce qu'on appelle la cuirasse. Alors la cuirasse latéritique, là, elle est très dure, n'est-ce pas? Elle est très dure, c'est un assemblage très dur de matériaux agglomérés qui ressemblent à des scories, mais qui sont difficilement destructibles quand même, surtout par les engins à lame. Là, parfois, on a recours quand même à des moyens mécaniques voilà, beaucoup plus puissants pour enlever cette cuirasse latéritique avant maintenant d'attaquer l'horizon qui est latéritique, l'horizon surtout constitué de graveleux latériques. Alors maintenant, le processus de latérisation, d'habitude les latérites se forment en climat intertropical. Donc les latérites sont largement répandues à travers le monde, mais plus particulièrement dans cette bande intertropicale-là, entre les tropiques, n'est-ce pas, que ce soit en Afrique intertropicale. Il y a beaucoup de latérites, surtout dans nos pays ici, il y a beaucoup de latérites. En Australie également, on le trouve, en Inde, le sud-est asiatique, l'Amérique du Nord. En tout cas, cette bande intertropicale, c'est là où vous trouvez les latérites. Maintenant, si vous remontez vers les pôles, vous voyez qu'il n'y a pas de latérite parce que les conditions climatiques ne sont pas propices à la formation de la latérite. La latérite se forme en climat intertropical, chaud et humide. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de la latérite dans les pays tempérés, par exemple. Voilà, maintenant, la latérite peut avoir plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Bon, ça peut être très rouge, comme la latérite que vous voyez ici à la carrière de Sindia, mais ne pensez pas que la latérite est toujours rouge foncé comme ça. Non, elle peut prendre plusieurs couleurs. D'ailleurs, la couleur d'une roche n'est pas un indicateur. La couleur d'une roche dépend des conditions chimiques, des conditions d'oxydoréduction sur le terrain au moment de sa formation ou bien après sa formation. Ça dépend aussi de la nature de la roche-mère. On a dit que la latérite est une roche résiduelle. C'est quoi? C'est les résidus demeurés en place d'une altération, évidemment en climat intertropical. Et donc, tout dépend de la composition chimique de la roche initiale. Par exemple, si la roche initiale était très riche en fer, évidemment, on va aller vers des roches latéritiques qui sont sont de cette couleur-là, rouge, rougeâtre. Par contre, si la roche initiale était riche en aluminium, ça va donner des teintes beaucoup plus claires. Ça peut même donner d'autres types de roches résiduelles qu'on appelle les bauxites, par exemple. Donc, vous voyez ici, en fonction des carrières, la latérite de Ngatchinaoudé au Sénégal, comparée là avec la carrière de Sindia, vous voyez que ce n'est pas les mêmes couleurs. En bas, vous avez une carrière latéritique au Brésil, à côté de l'aéroport de Natal, au Brésil. Ensuite, une autre carrière latéritique de Recife, au Brésil toujours. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc, la latérite peut prendre plusieurs couleurs. C'est vrai que dans nos pays, par exemple, en climat intertropical, la plupart des latérites
ont cette couleur rouge-là qui dépend donc de la richesse en oxyde de fer dans les minéraux latériques. Donc, la latérite est issue d'un processus de latérisation. Donc, c'est une ancienne roche mère qui est là, qui a été attaquée, qui a subi une érosion, n'est-ce pas, depuis la surface jusqu'à vers la base, n'est-ce pas, dans la zone de l'abattement de la nappe. Tout ça, c'est fait par l'eau, n'est-ce pas, avec l'eau qui monte et qui descend, le niveau de l'eau qui varie tout au cours du temps. Évidemment, il y a cette altération-là de l'eau qui va quand même ici dissoudre un certain nombre d'éléments. Ce qui fait que du haut vers le bas, on a ce qu'on appelle le profil latéritique. Alors, ce profil latéritique est constitué d'abord en surface, donc de la cuirasse, ensuite de la carapace, n'est-ce pas? La cuirasse, la carapace latéritique. Ensuite, en bas, vous avez ce qu'on appelle la formation tachetée. Alors, cuirasse et carapace et formation tachetée, ils sont très riches en oxyde d'aluminium et de fer. Il y a des éléments de quartz, il y a des éléments de kaolinite, n'est-ce pas? Ce qui les différencie ici en termes de structure, c'est que ici, la formation tachetée, elle est nodulaire. C'est des nodules. Par contre, la cuirasse ou bien la carapace, elle est très massive, très dure. Donc, il y a donc dans cette zone-là une accumulation ferrugineuse. C'est pourquoi vous avez cette zone-là qui a cette forme, qui a cette couleur-là, liée à la richesse en fer essentiellement. Ce qui fait que donc c'est une zone d'accumulation ferrugineuse. Et en réalité, cette zone correspond à une zone de rabattement de la nappe phréatique. Par contre, tu verras qu'en bas de cette zone-là, vous verrez une zone qui est constamment saturée d'eau, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle cette zone-là, on l'appelle le lithomarge. Le lithomarge, par exemple, on l'appelle, c'est l'horizon C. Ici, il y a le lithomarge à kaolinite, par exemple, qui est riche en quartz, goethite, évidemment ici. Et là, le fer ne peut pas se déployer. Donc, le fer reste donc dans les minéraux ferrugineux ici. Donc, c'est une zone saturée d'eau avec des conditions acides qui sont présentes. Donc, ce qui fait que donc en bas, vous avez la saprolite, c'est-à-dire c'est de la roche poulie, la roche grossière poulie, donc l'arène. Et en bas, vous avez, vers la fin, vous avez la roche silico-alumineuse. Voilà, donc je vais revenir ici sur le domaine d'utilisation et le domaine d'emploi. Alors, sur le plan pratique, disons qu'il y a 6 types de matériaux de chaussée à base de latérite. Il y a ce qu'on appelle la latérite non traitée, avec 2 classes ou 2 sous-classes, GL1 et GL2. En tout cas, c'est de la latérite non traitée. Ensuite, on a la latérite lithostabilisée. Alors, la latérite lithostabilisée, GLLI, c'est de la latérite auquel on a mélangé avec des granulats, n'est-ce pas, des granulats concassés. On a aussi la latérite améliorée au ciment, on a GLA. Ensuite, il y a les latérites traitées au ciment. On parle aussi de latérite stabilisée, GLC1 et GLC2. Alors, l'emploi en assise des GL1, les GL1 et GL2, donc c'est de la latérite non traitée. Alors, d'habitude, une latérite non traitée, non améliorée, évidemment, leur emploi est limité, notamment en couche d'assises. Peut-être à des classes C1, C2 pour la couche de base. Bon, pour la couche de fondation, on peut aller jusqu'à la classe C4. Vous voyez les classes, en fonction du nombre d'essiers équivalents, n'est-ce pas? Par contre, si le niveau de trafic quand même devient très élevé, alors là, on est obligé d'aller vers l'emploi donc de la latérite, de la grave latéritique améliorée, améliorée, limitée par précaution en trafic C4. Parce qu'améliorer, cela veut dire qu'on a mis un faible pourcentage de ciment. N'est-ce pas? En ce moment, on le limite à un trafic niveau C4, environ 3 millions d'essiers équivalents.
Par contre, quand on va vers des niveaux de trafic un peu plus élevés, là, on peut aller vers ce qu'on appelle les latérites traités au ciment. Alors, les latérites traités, on les appelle aussi les latérites stabilisées. Alors là, le dosage est beaucoup plus élevé, avec deux sous-classes, qu'on appelle GLC1 et GLC2. Là, le dosage en ciment est quand même beaucoup plus élevé comparé à la latérite améliorée. Alors, les épaisseurs de mise en œuvre, c'est des couches d'épaisseur 10 à 30 cm si c'est non traité, ou bien 15 à 30 cm si c'est traité. Vous voyez que l'épaisseur maximale à mettre en œuvre est de 30 cm. Pourquoi? Parce que si on augmente les épaisseurs, il y aura des défauts de compactage et d'homogénéité s'il s'agit de traitement. Donc, s'il s'agit de latérite traitée, il y aura des problèmes d'homogénéité du traitement. Si ce n'est pas traité aussi, il y a des problèmes de compacité. Donc, si l'épaisseur est trop grande, le compactage ne sera pas efficace, surtout en fond de couche. Alors voilà ce qu'on appelle les latérites non traitées, qui sont généralement employées dans l'état, comme on l'a dit, sans criblage ni concassage préalable. Alors, dans ces latérites, prélever des carrières de latérite. En ce moment, les gros blocs seront retirés à la main, n'est-ce pas? On retire les gros blocs, ensuite on met en œuvre les latérites non traitées. Vous avez aussi les latérites lithostabilisées. Sont mélangés avec des granulats d'apport. On dit que c'est un correcteur granulométrique. Alors, en ce moment, le mélange est réalisé en centrale ou in situ. Alors, in situ, il y a l'épandage de la latérite, puis on met le correcteur, c'est-à-dire le matériau granulaire, les granulats concassés, et enfin, le malaxage se fait en place. Évidemment, le malaxage, le mélange en centrale offre voilà, plus de performance que le mélange in situ. Les latérites améliorées, on a dit tout à l'heure, ne contiennent qu'un faible pourcentage de ciment, 2 à 3%. Cela veut dire que le matériau conserve un comportement souple parce que le dosage en ciment est trop faible. Ça ne lui confère pas des propriétés rigides ou semi-rigides. Par contre, les latérites traitées au ciment ou stabilisées au ciment, alors là, le dosage est beaucoup plus élevé. On est entre 4 et 6% généralement. Évidemment, il faut comprendre que le dosage est fixé après une étude de formulation en laboratoire pour fixer les performances de chaque dosage. Donc, on fait varier les teneurs en ciment et pour chaque dosage, on étudie la performance donc, du matériau obtenu au laboratoire afin donc de choisir la meilleure formule, le meilleur dosage à utiliser pour les latérites. En ce moment, entre 4 et 6%, on pense que la chaussée garde un comportement au moins semi-rigide, semi-rigide. Alors, ça, c'est des spécifications du CEBTP. Donc, vous avez ici le fuseau en couche de fondation, le fuseau granulométrique en couche de fondation. À gauche, à droite, vous avez le fuseau en couche de base. Alors, en plus du fuseau ici, vous avez en couche de base, alors la densité à l'OPM doit être supérieure à 2, supérieure égale à 2. L'indice de plasticité doit être inférieur à 15 en couche de base. Et le gonflement linéaire doit être inférieur à 1%. Par contre, en couche de fondation, voilà, la masse volumique sèche peut varier entre 1,8 jusqu'à 2. Ouais, on est moins exigeant, selon l'importance évidemment du trafic. Le pourcentage de fines, voilà, et l'indice de plasticité vont varier comme ça en fonction du trafic. Donc, regardez ici, et ici, donc le pourcentage de fines pour T1, T2, n'est-ce pas, maximum c'est 35%, T3, T4, maximum c'est 30%, T5, maximum c'est 30%. L'indice de plasticité pour un trafic T1, T2, c'est maximum c'est 30, T3, T4, maximum c'est 20, T5, maximum c'est 20. Vous voyez que ça, c'est les trafics CEBTP, parce que nous sommes dans les spécifications du CEBTP, n'est-ce pas? Notamment pour les spécifications en couche de fondation. Donc voilà, je vous présente les deux fuseaux en couche de base et en couche de fondation sous forme de fuseau granulométrique, avec à chaque fois la branche
supérieure, c'est-à-dire la limite supérieure et la limite inférieure en couche de fondation et en couche de base. C'est-à-dire que la courbe de votre mélange, de votre latérite, doit être à l'intérieur de ce fuseau. Si ça sort de ce fuseau, donc il faut faire très attention avec cette latérite. Voilà. Donc ça aussi, je donne le fuseau de la norme NFEN 13285. C'est une norme européenne. Évidemment, les Européens n'ont pas de latérite, mais ils donnent ici un fuseau qu'ils considèrent comme pour les GNT, comme un fuseau qui peut être appliqué à l'ensemble des graphes non traités. En ce moment, ils considèrent la latérite comme un matériau granulaire non traité, non lié. Mais bon, la latérite, en réalité, ne peut pas être considérée comme ça, comme un matériau non lié, pas comme un matériau granulaire, je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est lié à la nature, à la minéralogie, des minéraux argileux que l'on trouve dans la latérite, ce qui fait que la latérite est un matériau un peu spécial. Donc, vous voyez donc le fuseau qu'on peut utiliser. De toutes les façons, le Dmax, la dimension maximale, doit rester inférieure aux 2/3 de l'épaisseur de la couche compacte pour faciliter quand même l'action des compacteurs. Sinon, ça va créer des problèmes pour les compacteurs et le compactage ne sera pas efficace. Évidemment, il y a des spécifications, notamment la valeur au bleu de méthylène, n'est-ce pas? Alors, d'habitude, les spécifications pour les graveles latéritiques non liées, ce sont les mêmes spécifications pour la gravele latéritique améliorée tout court. Améliorée tout court. En ce moment, on les considère tous comme des matériaux souples. Évidemment, la gravele latéritique améliorée a peut-être des performances un peu plus élevées, légèrement en termes de portance, en termes peut-être de plasticité. Mais sur le plan comportemental, ici, on pense qu'ils ont le même comportement. Il reste toujours des matériaux souples. C'est pourquoi, parfois, les spécifications telles que la valeur au bleu de méthylène, l'indice de plasticité, la limite de liquidité, la teneur en matière organique, vous avez à peu près donc les mêmes exigences ici. Les mêmes exigences, les mêmes spécificats, les mêmes spécifications. Alors, ici également, en termes de densité, voilà, 1,8 en couche de fondation et 2 en couche de base. On l'a vu tout à l'heure. Le CBR à 95% de l'OPM. Ici, donc, si nous sommes en couche de fondation, évidemment, la plupart du temps, ici, on les utilise en couche de fondation. Alors, par contre, le CBR après, donc, après 4 jours d'imbibition, donc il ne faut pas confondre, comme on l'avait dit l'autre jour, le CBR immédiat et le CBR immergé. Donc, c'est le CBR immergé qui est la référence à 95% de l'OPM pour savoir l'utilisation possible d'une latérite ou non, n'est-ce pas? Alors, ce que vous voyez ici, c'est des classes, par exemple, pour la GL1. La GL1, d'habitude, le CBR est supérieur à 30. Par contre, GL2, d'habitude, GL2 ou GL litho-stabilisé, le CBR est supérieur à 60, n'est-ce pas? Ça nous permet de classifier GL1 et GL2 ou GL litho-stabilisé. Par contre, pour la GLA, le CBR est d'habitude supérieur à 80, donc après traitement. De toute façon, quand vous ouvrez donc ce document-là, dans la norme du CEBTP, pour qu'une latérite puisse être utilisée en couche de base, on exige un CBR de 80. On exige un CBR de 80. Évidemment, en couche de fondation, on est moins exigeant en fonction, évidemment, du niveau de trafic. La teneur en eau optimale, c'est entre la teneur en eau optimale plus ou moins 1%. Ça, c'est les classes GTA. Les latérites, d'habitude, c'est des classes B4, B5 ou B6. La latérite améliorée, maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe quelle latérite qu'on doit améliorer ou bien traiter. Donc, la latérite susceptible d'être traitée, que ce soit améliorée ou traitée, GLA ou GLC, doit avoir un minimum
d'exigence. Hein. Il y a un minimum d'exigence sur ces latérites. Ça veut dire que le Dmax ici doit être inférieur à 50 mm. La teneur en particules fines doit être inférieure à 35%. L'indice de plasticité doit être inférieur à 25%. Voilà. Donc, en ce moment, on peut envisager pouvoir le traiter ou l'améliorer. Par contre, si ces conditions ne sont pas respectées, voilà, l'amélioration ou le traitement ne serviront peut-être pas à grand-chose. Vous n'aurez pas les performances. Voilà. Alors, si on a des latérites crues qui sont très argileuses, c'est-à-dire IP supérieur à 10, ou bien la valeur au bleu de méthylène est supérieure à 1,5, et que le passant, le mortier ici, le passant au tamis 0,400 mm est supérieur à 15%, alors là, le traitement à la chaux peut être intéressant. Voilà. Donc, une fois amélioré, il y a des critères à vérifier, notamment la résistance à la compression à 28 jours, qui doit être inférieure à 1 mégapascal. Alors, la résistance à la compression à 28 jours, les éprouvettes compactées à la teneur en eau, à la densité sèche maximale et à la teneur en eau optimale. Le rapport entre le CBR et l'indice portant immédiat doit être supérieur ou égal à 1, évidemment, en cas de traitement à la chaux seule. Le module après 28 jours doit être inférieur à 1000 ampères. Attention, ici nous sommes dans le cas des latérites améliorées. On ne veut pas de matériaux rigides, parce que dans la chaussée, on ne veut toujours pas de matériaux trop rigides, parce que si c'est trop rigide, hein, les matériaux risquent de se casser, risquent de subir des fissurations. Donc, quand on améliore une latérite, c'est pour améliorer simplement ses performances mécaniques, hein, mais toutefois, sans pour autant trop le rigidifier. Alors, les latérites lithostabilisées, par contre, voilà, parfois, donc, dans certaines zones du projet, on n'a pas des latérites quand même qui nous permettent d'envisager leur utilisation en termes de performance, hein, mais ce qui fait qu'on peut faire recours à la latérite lithostabilisée. C'est-à-dire on prend la latérite et on ajoute un correcteur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Le fait d'ajouter le correcteur granulométrique, tel que des granulats concassés, par exemple, permet d'améliorer les caractéristiques de la latérite locale de la zone, n'est-ce pas? Parce que pour les projets, d'habitude, on essaie de faire avec les matériaux de la région. Parce que plus les distances de transport pour aller chercher des matériaux, plus ces distances sont élevées, évidemment, plus ça pose des problèmes en termes de coût du projet. Donc, pour améliorer les qualités d'une latérite, on peut ajouter donc, un correcteur granulométrique, n'est-ce pas? Alors, ça peut améliorer, ça peut corriger la granulométrie, ça peut corriger la portance CBR, ça peut augmenter le CBR, ça peut diminuer l'indice de plasticité et la valeur au bleu de méthylène. Alors, pour les latérites traitées maintenant, alors, si la latérite est traitée au ciment, alors, il faut ajouter des caractéristiques complémentaires, telles que le délai de maniabilité. Hein. Attention, hein, si le dosage en ciment est un peu plus élevé, évidemment, donc, hein, les délais de mise en œuvre, il ne faut pas aussi que la prise soit trop rapide. C'est pourquoi on exige un délai de maniabilité supérieur à 2 heures à la mise en œuvre. C'est extrêmement important parce que si la prise démarre, hein, si la prise est précoce, avant qu'on ne termine la mise en œuvre, voilà, vous aurez beau compacter, mais vous n'aurez pas une bonne compacité et vous n'aurez pas une bonne résistance. Et en ce moment, ça peut poser des problèmes, déjà au moment de la réception, hein, parce qu'on n'aura pas les performances qui étaient exigées par le projet. Donc, attention au délai de manière. L'indice portant immédiat doit être supérieur à 50. Alors, d'habitude, il n'y a pas une amélioration importante de l'IPI après ajout du ciment. Le ciment n'améliore pas trop l'indice portant immédiat. Maintenant, le CBR à 95% de l'OPM doit être supérieur à 60 avant traitement et supérieur à 160 après traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une latérite qui n'a pas un CBR de 60,
on ne peut pas envisager son traitement avec le ciment. Maintenant, après traitement, si la latérite a un CBR de 60, on envisage maintenant son traitement. Après traitement, si le CBR n'est pas supérieur à 160, en ce moment, c'est de latérite. On ne peut pas envisager son utilisation. Donc, ça, c'est les spécifications du CEBTP. Alors, ici, les conditions de cure, c'est un peu différent des conditions de cure d'une latérite naturelle. Les conditions de cure, c'est quoi? C'est 3 jours dans l'air plus 4 jours dans l'eau. Et ces éprouvettes seront curées 3 jours en l'air, puis 4 jours dans l'eau. Alors, d'habitude, l'adjonction de ciment peut se traduire globalement par une augmentation du CBR. Là aussi, la densité doit être supérieure. La densité après traitement doit être supérieure à 2. En plus de ça, il y a aussi, alors, je ne peux pas dire que, je ne sais pas si c'est en plus de ça, en quoi il y a des spécifications qui étaient là avant ces nouvelles spécifications-là. C'est-à-dire que c'est des spécifications qui sont historiques, qu'on retrouve dans le guide du CEBT et qui sont relatives à quoi? À la résistance à la compression simple, donc ce qu'on appelle RC, la résistance à la compression simple, après 7 jours de cure à l'air des éprouvettes paraffinées, cette résistance à la compression doit être supérieure à 18 bars et inférieure à 30 bars. C'est clair? Ça veut dire que ça doit être entre 18 et 30 bars, ou bien entre 1,8 mégapascal et 3 mégapascal. Ça, c'est la résistance à la compression simple. Après 7 jours de cure à l'air des éprouvettes paraffinées. Dans les mêmes conditions de cure, la résistance à la traction maintenant, mesurée par compression diamétrale. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne fait pas un essai de traction. On fait un essai de compression, c'est-à-dire, mais ici, c'est une compression diamétrale. C'est-à-dire que l'éprouvette est couchée. L'éprouvette est couchée, on fait une compression. Donc, le fait de coucher l'éprouvette et de faire une compression, ça crée ici, dans l'éprouvette, ce qu'on appelle une traction indirecte. Donc, ça, c'est un essai de traction indirecte. On l'appelle aussi essai brésilien. En ce moment, la résistance à la traction doit être supérieure à 0,3 mégapascal ou 3 bars. Maintenant, la résistance à la compression simple, R'(C), ça c'est la résistance à la compression simple, mais sur des éprouvettes ayant subi 3 jours de cure dans l'air et 4 jours d'immersion dans l'eau. Vous voyez qu'ici, on l'appelle R'(C). Donc, il ne faut pas confondre R'(C) et RC. Donc, ce R'(C) doit être supérieur à 0,5 mégapascal ou 5. Maintenant, les conditions de mise en œuvre. Alors, ici, la mise en œuvre se fera essentiellement avec la niveleuse. La niveleuse. Le compacteur le mieux adapté, c'est le compacteur à pneus, avec une charge de 30 kN par an. Alors, pour la latérite améliorée ou traitée maintenant, là, le traitement ou l'amélioration peut se faire en place ou bien en centrale. Voilà. Alors, mieux vaut le faire en centrale. Ça permet de mieux maîtriser le mélange. Mais la difficulté également, c'est que l'éloignement des centrales de malaxage peut poser des problèmes. Parce que depuis la centrale jusqu'au lieu de mise en place, évidemment, il peut se passer des choses. En ce moment, vous voyez, la qualité, la performance du mélange peut être dégradée avant même d'arriver sur le chantier de mise en œuvre. Voilà. Donc, évidemment, le traitement en centrale permet d'obtenir un mélange plus homogène, dont l'épaisseur à la mise en œuvre est mieux maîtrisée, mais attention, n'est-ce pas, au niveau, avec donc l'éloignement des centrales et la difficulté d'écoulement dans les trémies, les difficultés de d'écoulement dans les trémies au niveau de la centrale. Donc, ça peut poser donc des problèmes. Alors, la durée des opérations d'arrosage et de malaxage in situ, ainsi que l'épaisseur de malaxage, restent, oui, évidemment, des points délicats qu'il faut toujours contrôler. Le délai de maniabilité, on l'a dit tout à l'heure, avec le ciment pouvant être réduit à 2 heures selon la température extérieure, ça aussi reste un point sensible. Après tout, maintenant, il faut protéger la latérite. La protection superficielle, c'est important.
Alors, la protection peut se faire avec un enduit de scellement, ça peut se faire avec un enduit monocouche, un enduit bicouche, ou bien un enduit pré-gravillonné, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours protéger la surface de la latérite. Alors, là, on utilise évidemment la plupart du temps de l'émulsion de bitume, mais quand on utilise de l'émulsion de bitume, ici, on exige au moins 65% de bitume. Alors, si on n'a pas de l'émulsion aussi, on peut utiliser un cutback. L'utilisation du cutback, le cutback, c'est quoi? C'est le bitume fluidifié. C'est ça qu'on appelle cutback. Donc, c'est aussi envisageable. Attention un peu à la dureté des gravions, n'est-ce pas? Los Angeles doit être inférieur à 30, n'est-ce pas? Et le pourcentage d'éléments, le passant au tamis 0,5 mm inférieur à 2%. Demain, il y a d'autres spécifications en fonction du niveau d'exposition climatique et du niveau d'agressivité du trafic, du chantier. Vous pouvez toujours vous reporter au guide technique de traitement des sols traités en assise. Donc, il y a un document qu'on appelle le GTS, le guide technique des sols traités, le guide technique des sols traités, évidemment, parce que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut faire beaucoup de formulations, beaucoup d'études, mesurer les classes de résistance mécanique, parce que les latérites ciment, d'habitude, c'est des sols, c'est des matériaux qui sont très, très problématiques, avec des comportements qui sont parfois difficilement maîtrisables pour une meilleure performance lors de la mise en œuvre.